Bonjour, docteur Abdoulaye Diouf. Bonjour, madame. Voilà, docteur Abdoulaye Diouf, vous êtes enseignant plutôt chercheur en espagnol comme langue étrangère, également secrétaire général de la CPJ Naïler, coordonnateur national du pôle des partis autonomes. Déjà, quelle analyse faites-vous de la suppression de l'entrée en sixième au Sénégal? Voilà, je vous remercie très bien et je salue tous les Sénégalais. Le problème est qu'aujourd'hui, on est en train de procéder à une réforme de ce que l'on appelle l'examen d'entrée en sixième, qui a fait plusieurs nuits, pour ne pas dire plusieurs changements, parce que d'abord c'est parti du statut d'examen pour revenir au statut de concours et ensuite revenir au statut d'examen. Cela veut dire qu'en quelque sorte, si aujourd'hui on prend des mesures pareilles, on risque même plus ou moins de fragiliser le système éducatif sénégalais, qui déjà a subi des réformes extraordinaires avec des recrutements des fois qui se font à la va-vite ou bien comme du pilotage à vue, avec l'affaire des ailes de dinde, des gens qui n'avaient aucune formation, c'était souvent des agents d'élevage ou d'agriculture qui ont été pris sur le tas pour devenir des enseignants, ou bien l'affaire de la politique des volontaires et des vacataires sans aucune formation pédagogique, sans ce qu'on appelle un tableau de bord réel, prendre la craie et enseigner, et alors qu'il y a les normes de la pédagogie qui donnent une certaine stratégie pour pouvoir descendre au niveau de l'apprenant le savoir cognitif, mais le savoir aussi affectif. Mais beaucoup plus grave, c'est quoi? C'est-à-dire que si on supprime l'entrée en sixième, c'est un véritable verrou capable de fournir à l'enseignement moyen des apprenants aptes à répondre à cet enseignement. Malheureusement, dans les classes, il y a des effectifs pléthoriques, plus de 100 apprenants dans une classe de CM2. Et vous voulez, en dehors de CFE, ne pas trouver un verrou, mais vous laissez les gens passer, même si c'est pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, je dis que ça n'est pas très légitime et ce serait très grave de danger. En ce qui concerne la tricherie au niveau des écoles, que pensez-vous de ce phénomène? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, là, le problème se pose. C'est la raison pour laquelle même le maintien de l'entrée en sixième doit demeurer. Parce que moi, je ne parle pas comme Vernacle. Je parle pour quelqu'un qui a fait un quart de siècle d'enseignement de l'espagnol du collège jusqu'aux universités, là où j'interviens. Mais le problème de fond, c'est quoi? Aujourd'hui, les apprenants n'ont plus cette autonomie qu'il faut pour pouvoir produire. D'abord, ce qu'ils cherchent, c'est à travers Google Traducteur, c'est à travers IA, l'intelligence artificielle, ou bien à travers des pages téléchargées par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce qui fait que d'ailleurs, l'apprenant n'a plus cette autonomie pour apprendre. Toujours, il cherche ce qu'on appelle des raccourcis par-ci et par-là. Auparavant, pourquoi le problème de la tricherie n'avait pas atteint sa vitesse de croisière? Les gens là déjà, pour avoir même un livre, il faut faire le tour de la ville pour retrouver une bibliothèque ouverte, une bibliothèque dans laquelle on y va pour lire, apprendre, faire des fiches de lecture, produire et ensuite pouvoir rendre ça. Mais malheureusement aujourd'hui, les gosses n'ont plus l'esprit fertile. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus paresseux intellectuellement. Il suffit qu'au lieu de lire un livre intégralement, de regarder à travers l'internet des gens qui ont fait des critiques ou bien ce qu'on appelle en espagnol faire comment dire en espagnol un résumé pour pouvoir effectivement l'utiliser dans le cadre même de leur rédaction, dans le cadre même de leur dissertation philosophique. Les gosses ne font que déjà prendre ce qu'on appelle du prêt à porter, recopier quelque chose à travers l'internet et quel que soit le sujet qu'on vous donne, vous restez la chose. Deuxièmement, moi je crois que les gens ne se méfient plus, ne se soucient plus de ce qu'on appelle le cas diraton. Parce que si par exemple l'apprenant qui quitte une famille, qui quitte un quartier, qui a des parents, qui a des frères, qui a des sœurs, lui, il doit même se rendre compte qu'aujourd'hui, avec le développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication, s'il se hasarde à entrer dans un certain nombre de magouilles, non seulement il va suer son nom, il va suer le nom de sa famille, mais encore, rien n'est beaucoup plus grave qu'effectivement d'être embrigadé parce qu'on a peur de réfléchir ou bien votre réflexion, la réflexion de l'apprenant ne dépasse pas le bout de son nez pour pouvoir effectivement s'embrouiller dans de telles choses. Mais le problème c'est quoi? Parce que la véritable formation pédagogique, on ne l'a plus. Mais le problème c'est quoi? Ça dit qu'auparavant, avant d'être enseignant, il fallait signer ce qu'on appelle un engagement triquinquennal qui veut dire 15 ans.
C'est un engagement triquinquennal à partir duquel le professeur ou l'instituteur ne peut pas changer de profession. Ce qui fait que donc les gens qui étaient des enseignants, c'était des gens qui avaient déjà la passion, la formation et qui avaient aussi cette déontologie. D'abord, il y avait la passion du métier. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'enseignement n'est plus cette passion, mais c'est quoi? Comment faire pour pouvoir gagner son pain, pour pouvoir compter? Parce que nous sommes dans une société où l'individu est mesuré ou bien est compté en fonction de la lourdeur de ses postes, en fonction aussi de sa capacité financière de pouvoir réaliser ces opérations. Raison pour laquelle nous le constatons très amèrement que les gosses ont une tendance très grande à la triche. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas la formation qualifiée nécessaire pour faire ça à une dissertation, orientation critique en philosophie, à un texte d'espagnol tout à fait moyen pour pouvoir répondre aux questions pregunta respuesta ou bien le QCM en anglais. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les gens, ils condamnent. Mais il faut aller au-delà de la condamnation. Qu'est-ce qui a créé cette triche? Et ce qui a créé cette triche-là, il faut couper la main à la racine, revenir aux bibliothèques. Aussi, diminuer cet apprentissage pillé à travers le net. Et en fonction de cela, nous aurons de bons apprenants du 21e siècle capables de faire face aux défis qui interpellent ce monde quotidiennement. Par rapport à la baisse du niveau des élèves, en tout cas c'est un constat général. Pour vous, quelles sont les causes et quelles sont les solutions? Quelles solutions vous préconisez? Là, c'est ce qu'on appelle une vérité de la palisse, ou c'est une lapalissade, c'est-à-dire une vérité évidente. D'ailleurs, le défunt professeur Ibadan Thiam, un jour a dit que la dictée qui a été proposée en 68 aux élèves de CM2 a été reproposée au BFM de 1990 et que les élèves qui faisaient le BFM ont commis des fautes beaucoup plus graves que les élèves qui faisaient le CP pour vous montrer qu'il y a baisse de niveau. Mais il y a baisse de niveau, pourquoi? Maintenant, moi je me dis que la formation des instituteurs pose problème. Auparavant, il y avait ce que l'on appelle les écoles normales régionales. Il fallait faire le concours à partir du BFM. Et on a parlé même le BEPS ou le DFM, ce n'est même pas le BEPS, le BEPS ou le DFM. Et ensuite, faire une formation de 4 ans, soit à l'école normale régionale qui était à Bambay, il y en avait à Kolda, il y avait dans une autre aussi à Saint-Louis. Et là, c'est ces gens-là qui étaient formés. Mais ils devenaient des experts pleins qui sortaient avec le CAP, mais qui maîtrisaient d'abord la chose. Mais malheureusement, quand le professeur lui-même ou l'enseignant se bat pour trouver les mots nécessaires et enseigner, mais à fonctionner l'apprenant qui espère recevoir ce que l'on appelle les outputs du professeur pour pouvoir donner des inputs. Donc voilà un problème. Le deuxième problème, c'est quoi? C'est qu'on est en train de faire en quelque sorte pas replâtrer, mais on est en train de bourrer, faire un bourrage, pardonnez-moi, un bourrage d'écran. C'est-à-dire que moi, je juge que le programme là, qu'on donne est un programme aussi trop ambitieux. Imaginez un tribunal, 52 leçons d'histoire et géographie. En philosophie, 52 leçons. Il y a les maths, il y a l'espagnol, il y a l'anglais, mais tout ceci. Alors qu'une fois le bac obtenu, mais l'apprenant ne va pas faire toutes ces matières-là, il va se spécialiser pour une matière. Donc c'est pour la raison pour laquelle je pense que pour régler ce problème, il faudra regarder d'abord le canton moderne, regarder le syllabus, regarder l'essentiel à l'accessoire. Tout ce qui est le domaine de l'accessoire, l'éliminer, et tout ce qui est essentiel, essayer de mettre le focus là-dessus. Et j'en suis sûr et certain que nous aurons des apprenants très bien forts. D'accord. Et par rapport à l'introduction de l'anglais dès l'élémentaire, déjà pour cette première année, quel bilan faites-vous de ça? Oui. Là, depuis le début, j'ai dit que je suis foncièrement contre. Et d'ailleurs, foncièrement contre. Et d'ailleurs, ça part de ça parce que moi, je suis professeur d'espagnol. Je suis docteur en espagnol, langue étrangère appliquée. Je suis écrivain et évaluateur dans les revues scientifiques. Je donne des cours dans les universités. J'encadre des étudiants pour le master 1 et le master 2. Donc, je sais. Mais je dis que c'est extrêmement grave d'introduire l'anglais dès la classe de 6e. Depuis le début, moi, j'étais contre. Pourquoi? Et je m'explique. Je dis que les meilleurs systèmes éducatifs et les systèmes les plus performants, c'est le système éducatif à partir duquel l'apprenant valorise sa langue maternelle. La langue maternelle, d'ailleurs, Sakari Thiam a fait un excellent travail quand il fait des mathématiques en Wolof. Mais imaginez que cet apprenant-là, qui a appris, on dit que peut-être que l'anglais, c'est une langue internationale, que c'est une puissance, tel. Ok, c'est vrai, c'est bon. Mais le problème, c'est pas ça. Il faut d'abord fortifier, utiliser réellement nos langues nationales à l'élémentaire.
Si les apprenants maîtrisent très bien leur langue nationale, avant d'aller en classe de CM2, ils auront une excellente base. Prenez les pays qui se sont développés. Prenez le Japon. C'est pas l'anglais qui était à la base. Allez dans un pays comme ici, le Bangladesh, un pays pauvre. C'est pas l'anglais. Chaque jour, ils célèbrent le jour qu'on appelle la journée de la langue maternelle. Mais donc, essayez de dire qu'aujourd'hui, il y a la prééminence de l'anglais sur les langues, on l'utilise à travers aussi les nouvelles machines, les ordinateurs. Là, ce n'est pas une raison. Je dis que c'est un combat d'arrière-garde. Si nous voulons former de bons apprenants, déjà dès la classe de CI, il faut d'abord privilégier les langues nationales, multiplier aussi le quantum horaire dans un certain nombre de séries d'exercices, comme par exemple au niveau de l'arithmétique, au niveau aussi l'éducation civique doit revenir aussi à l'école. Parce que nous, il y a un certain nombre de vertus et de comportements. C'est grâce à l'éducation civique, avec les livres qui sont auparavant, qui nous permettent de nous donner effectivement un certain nombre de leçons qu'on arrivait à être des véritables citoyens. Mieux, il faut faire revenir les classes qu'on avait à l'élémentaire. Jean de La Fontaine, c'est fondamental. On a besoin d'Alfred de Musset, de Victor Hugo. Là, c'est des fables. Toujours qu'on avait en classe, toujours on disait que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Pour dire que c'est à travers des fables, toujours le professeur ou l'enseignant, l'éditeur, arriver à nous donner une leçon de morale chaque jour. Et c'est ce qui avait parti de la formation. Mais utiliser l'anglais vraiment au niveau de l'élémentaire, je me dis que c'est un saut illégitime, c'est un pas vraiment en arrière, et j'avoue que je ne vois absolument l'impact ou bien la plus-value que cela pourrait contribuer dans la formation de l'apprenant. Merci beaucoup, Dr Abdoulaye Diouf, d'avoir répondu à nos questions, docteur. Merci à vous.